Bonjour les amis. Écoutez, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Le froid est de retour. Ce matin, on a eu de la pluie. Cet après-midi, il y a un petit peu de soleil, mais il n'y a pas vraiment du mouvement sur les ruches. Et quelques-unes qui sortent, qui rentrent avec du pollen, mais c'est quand même minime. Les températures à l'ombre sont aux alentours de 11 degrés à peu près, 11, 12 à peu près. Donc c'est pas froid. Mais c'est pas chaud non plus. Hein. Donc voilà. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Nous allons parler de la loque américaine, les avancées qu'il y a sur le sujet. Et ensuite, nous allons faire un petit contrôle rapide des toits avec l'isolation que l'on met, le résultat que l'on a. Donc voilà. Mais écoutez, je lance l'intro et on se retrouve. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la loque américaine, très rapidement, la loque américaine est une maladie du couvain affectant les 3 castes d'abeilles. Donc, bien sûr, la reine, les faux-bourdons et les abeilles ouvrières. Cette maladie engendre une mortalité des larves et ce, après l'operculation. La mort d'un grand nombre de larves engendre le non-renouvellement des abeilles adultes, condamnant de ce fait la colonie. Seules les larves sont porteurs de la maladie. Les abeilles adultes sont des porteurs sains de la maladie. En France, en 2015, c'est une maladie classée danger de première catégorie. Donc, avec ce que je viens de vous dire, vous comprenez que si vous avez cette maladie sur votre rucher, la ruche qui est atteinte ou les ruches qui sont atteintes ont 99% de chances de disparaître. Pourquoi ? Parce que la première chose, c'est que vous n'aurez plus de couvain, plus de naissance. Donc, plus de renouvellement d'abeilles dans votre ruche. Donc, la colonie va s'éteindre naturellement. En plus, le risque qu'il y a, c'est que quand vous avez cette colonie, c'est de la propager dans votre rucher. Par les faux-bourdons, par les abeilles, parce que la ruche, comme elle va diminuer, elle va se faire piller. On retrouve la loque américaine qui, bien sûr, dans le miel, dans la nourriture. Donc ça va être ramené dans les autres ruches. Avec ce miel, on va nourrir le couvain, donc on va le développer. Donc dès que vous avez une substitution de cette maladie sur une des ruches, la première chose, c'est de l'isoler, de le sortir de votre rucher, de la mettre à un endroit assez loin, de contacter votre GDSA, afin que le vétérinaire passe pour faire un diagnostic et regarder si c'est bien la loque américaine. Les facteurs favorisants. En début de printemps, ça peut être un grand nombre de larves à nourrir et pas assez de nourrices. Ça peut être dû aussi à une intoxication, un remplacement des butineuses par des nourrices, mais plus tôt que d'habitude. Elles ne sont pas prêtes, donc ça peut favoriser. Ça peut être dû aussi à une infestation de varroa forte diminuant la durée de vie des abeilles d'hiver et donc des populations faibles en sortie d'hiver. Des regroupements d'essaims pas assez populeux. Ça peut être dû aussi à une carence en pollen, une zone peu pollinifère ou une mauvaise météo. Donc comme vous pouvez le voir, cette maladie peut être contractée de diverses façons. Je n'ai pas tout énuméré, mais là vous avez l'essentiel de comment peut se créer cette maladie de loque américaine sur votre rucher ou dans une de vos ruches. Donc ensuite, les symptômes et les diagnostics. Alors, vous pouvez avoir du couvain désoperculé. Alors là, c'est la présence de larves sombres, affaissées, avec la langue tirée vers le haut. Donc bien regarder quand vous avez du couvain qui est désoperculé, comment ça se présente au niveau des larves à l'intérieur. Alors plus de façon générale sur le couvain. Donc couvain en mosaïque, ça fait partie des signes. Les opercules effondrés, concaves, un peu plus sombres que d'habitude. Des opercules percés, éclatés, fendillés, ça aussi bien regarder. Présence d'écailles séchées, sombres, adhérentes aux parois des alvéoles.
le couvain il devient une masse visqueuse, filante sur plus d'1 centimètre. C'est le test de l'allumette. Vous plantez, vous tirez et vous voyez si ça s'étire. Ça, c'est quand même un bon test à faire. Alors au niveau de la colonie, là par contre la colonie elle est faible, elle est dépeuplée. Et au stade avancé, il y a une odeur forte. Il y a une odeur forte qui se dégage de la ruche. C'est une odeur entre l'orange pourri, le poisson mort, odeur ammoniaque. Vous voyez, une mauvaise odeur, pas l'odeur de miel de quand on ouvre une ruche. Donc c'est toujours important de quand on est au rucher, quand on ouvre une ruche, de s'imprégner de l'odeur. Et s'il y a une odeur qui n'est pas normale en rapport des autres, il faut bien regarder, parce que s'il y a quelque chose qui en gros pour les diagnostics. Alors la transmission, la propagation, on va dire, alors à l'intérieur d'une ruche, de la nourrice à la larve, il y a un lien, donc ça se transmet. Des larves à la nettoyeuse, là aussi on le transmet. Et ensuite, entre abeilles adultes, ça se transmet aussi. Donc là, on est resté à l'intérieur de la ruche. Donc il y a une transmission, on voit un rapport de la caste des abeilles, de ceux que le font les nettoyeuses, etc. Donc ça va se propager au sein même de la colonie et assez rapidement. Alors, entre ruches dans le rucher, ce que je vous disais au début, si vous en avez une qui est malade, il faut vite sortir du rucher et contacter votre vétérinaire du JDSA. Donc, comment ça va se propager dans le rucher? Ça va se propager, comme la ruche est affaiblie, par pillage. Ça, c'est la première chose. Par la dérive, comme je l'ai dit tout à l'heure. Une abeille, elle rentre dans une autre ruche, le fourboudon, etc. L'utilisation du matériel contaminé. Vous passez dans une ruche, vous avez la maladie, vous l'amenez aux ruches d'à côté. Ça va être, si vous prenez du miel d'une ruche pour le donner à une autre ruche, vous allez le transmettre par le miel. Ça aussi. Vous pouvez aussi le transmettre en prenant des cadres sur une ruche et en les amenant sur une autre ruche. Si les cadres ont la maladie, vous l'amenez dans la ruche qui, elle, est saine. Donc vous y mettez la maladie. Donc ça, c'est la transmission, on va dire, à l'intérieur du rucher. Ensuite, vous avez aussi la transmission entre ruchers. Alors la transmission d'un rucher à l'autre, ça peut venir d'une ruche que vous n'avez pas détecté qu'elle était encore malade, et vous la changez de rucher, mais vous amenez la maladie dans l'autre rucher. Alors ensuite, bien sûr, comme tout à l'heure, ça va se transmettre par dérive, etc. Donc il y a toujours le matériel. Si vous utilisez du matériel que vous ne nettoyez pas d'un rucher à l'autre, vous allez transmettre la maladie. Théoriquement, il faudrait le nettoyer à chaque ouverture de ruche. Mais là, c'est quand même très contraignant. On le fait souvent d'un rucher. Quand on a fini sur un rucher, on nettoie tout. Et quand on part sur l'autre, on a du matériel qui est désinfecté. Donc on sait qu'on ne ramène pas de la maladie. Ensuite, la maladie, ça peut se transmettre entre ruchers par la transhumance. Vous avez votre rucher qui ne bouge pas, sédentaire. Il y a quelqu'un qui amène des ruches à 1 km, 900 mètres, 300 mètres, etc. Et il vous amène la maladie. Ça aussi, elle se transmet aussi comme ça. Elle se transmet aussi dans le même rucher. Si vous prenez du miel d'une ruche, d'un rucher qui est contaminé, que vous l'amenez dans un autre, vous amenez la maladie. Donc voilà un petit peu comment elle se transmet cette maladie. Donc voilà, le conseil que je vous donne, c'est si vous avez ou pensez avoir cette maladie, faites-vous aider par le vétérinaire. C'est la seule façon d'être sûr de ce que vous avez et des moyens que vous allez pouvoir mettre en place pour ne pas la propager de partout ou pour arriver à sauver votre colonie. Donc voilà, on a parlé rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, la loque américaine. Alors, moi, je ne l'ai jamais eu, donc je ne suis pas un expert là-dessus, je ne l'ai jamais eu sur mes ruchers.
Je sais comment ça se passe, comment on la détecte, mais je ne pourrais pas vous dire quand vous l'avez, il faut faire ça. De toute façon, même si je l'avais eu sur mon rucher, je ne me permettrai pas de vous dire ça, parce que ça peut se propager trop vite. Et on peut arriver à faire une catastrophe au niveau local, régional, si on ne prend pas les choses sérieusement. Donc, le but de parler de la loque américaine, c'est de vous parler qu'il y a une grosse avancée scientifique qui a été faite à ce niveau-là. Donc, j'ai reçu le communiqué par mail par une vétérinaire que je remercie, qui est du département de l'Ardèche. Gros bisous Mathilde, et merci encore pour me l'avoir communiqué. Donc, ce qu'il est noté dans ce communiqué, c'est le tout premier vaccin à destination des abeilles vient d'être autorisé par le département de l'agriculture des États-Unis. Ça veut dire les États-Unis, c'est pas la France. Non, mais si les États-Unis viennent de donner l'autorisation au premier vaccin, c'est le premier vaccin contre la loque américaine, il y a quand même un espoir pour que chez nous, il soit aussi autorisé. Si bien sûr, les résultats sont au rendez-vous. Alors, il est noté que c'est une première dans le monde. Cette nouvelle technologie vaccinale a été développée par les chercheurs de l'université d'Helsinki en Finlande, qui ont créé dans la foulée leur start-up afin de pouvoir le commercialiser. Ce nouvel outil vaccinal vise la loque américaine, une maladie bactérienne contagieuse du couvain contre laquelle il n'y a pas de traitement et qui finit généralement par la mort de la colonie suite à l'atteinte des larves, non-renouvellement de la colonie, affaiblissement, pillage. Seule la destruction des ruches fortement touchées permettra alors de limiter ces diffusions. Ça revient à ce que je vous disais avant. Je disais à 99% quand vous avez la loque américaine, la ruche, c'est cuit. Donc le 1%, c'est qu'on s'en rend compte très tôt. Mais comme c'est une maladie qu'on n'a pas, heureusement, régulièrement, ou comme moi je n'ai jamais eu, c'est rare de s'en rendre compte de suite. Alors, le vaccin repose sur le principe d'amorçage immunitaire transgénérationnel, qui correspond à la capacité des abeilles à transférer une immunité d'une génération à l'autre, sans intervention mécanisme immunitaire classique des mammifères avec des anticorps. Donc, il était aussi dans le communiqué une augmentation de la survie des larves. Des premières études ont montré que cette vaccination orale était associée à une augmentation de la survie des larves dans les colonies touchées par la loque américaine. À ce stade, il s'agit de données issues d'expérimentations faites dans des conditions de laboratoire. Des essais pilotés sur le terrain sont en cours. Donc, actuellement, il y a eu de bons résultats au niveau laboratoire. Il y a des essais sur le terrain en cours. Et là, pour l'instant, la start-up n'a obtenu qu'une licence conditionnelle de 2 ans. Le produit sera ensuite réévalué à l'issue de cette période afin de déterminer si les données du terrain sont assez satisfaisantes pour accorder une licence régulière ou si une licence conditionnelle doit être renouvelée. Le vaccin sera disponible à la vente en 2023. Et sur le bas du communiqué, il est noté que la start-up vise aussi le marché canadien et européen. Donc, j'en sais pas plus et je vous mettrai le communiqué, hein. Rien de confidentiel dedans, hein. C'est un communiqué qui a été dans les revues vétérinaires, hein. Donc voilà, c'est juste une info que je vous donne en vous disant, voilà, il y a un vaccin, c'est le premier pour la loque américaine. Donc, il y a peut-être un futur qui sera meilleur et plus facile à gérer pour nos colonies lorsqu'elles auront ce type de maladie. Donc maintenant, je vais juste faire un petit comparatif avec
pistolet à température infrarouge, pour regarder la température que je vais trouver sur le toit des ruches, de ruches côte à côte, hein, et ensuite à l'intérieur de ces toits, pour voir la température que l'on a, extérieure, et la température, le transfert de température intérieure, pour voir les déperditions thermiques que l'on peut avoir suivant avec quoi il est le toit et les isolations que l'on a mis. Donc voilà, j'attaque par celle-ci. Alors, sur le couvercle, là je suis à 8 degrés. Je regarde un petit peu partout. Voilà, 7, 9, donc c'est 8. Hein. À l'intérieur, à l'intérieur du cadre, maintenant, combien je vais trouver? Alors, 10,6. Donc j'ai une différence entre les deux. J'ai plus de température à l'intérieur, ce qui est normal. Maintenant, je vais regarder. Hop. 12 cadres, 12,4. Ouais. Hop, je referme. Et là, je suis à une température de 14,8 le toit. Hein. Maintenant, hop, je vais me positionner sur une autre que j'ai sur la même configuration. Il faut que je sois quand même sur la même configuration pour que ce soit parlant. Il me semble que, je sais plus, c'est une des deux qui est exactement sur la même. Ouais, c'est celle-ci. Donc, ici, (8,8) sur le haut, ce qui est logique. Hein. Température extérieure, sur les matières, hormis quand il fait soleil, le fer monte beaucoup plus vite que le polystyrène. Donc à l'intérieur, là on est directement sur le polystyrène, l'autre on avait bien sûr une isolation. Donc ici 10,4. Et maintenant, si on prend donc ici j'ai 14,2. Donc voilà, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est qu'un toit en tôle classique avec une isolation, c'est du 2,5 ou du 3 cm d'épaisseur en polystyrène, ou un toit en polystyrène sans plaque de fer qui fait c'est du 30 mm aussi, donc c'est du 3 cm. Hein. On se rend compte qu'on est quasiment pareil. Hein. Le dessus c'était pour voir pour les températures, mais il n'y a pas de soleil, donc par contre quand il y a du soleil, le fer monte beaucoup plus en température, donc on pourra voir s'il y a un plus gros transfert. Mais aujourd'hui, je le fais avec les conditions climatiques qu'il y a. Donc on voit que il y a 1 degré d'écart entre les deux, mais on va dire que c'est pareil. Maintenant, quand on prend la température à l'intérieur du cadre, à l'intérieur du toit, pardon, pour regarder la température, sur celui qui est en fer avec l'isolant, on est à 10,6,
Et sur l'autre, en polysirène, on est à 10,4. Donc c'est pareil. On va dire que c'est la même chose. Hein. Et après, j'ai pris sur les nourrisseurs, c'est les nourrisseurs Nico. C'est les deux les mêmes. En dessous le nourrisseur, il y a une plaque en plastique noir sur les deux, c'est exactement la même. Donc on est vraiment sur la même configuration. Il y en a un qu'on est à 14,8 et l'un à 14,2, donc on est aussi pareil. Donc on se raccote que par le toit, quand on prend les températures, on ne voit pas un gros écart. Il faudrait le faire peut-être quand c'est plus froid et aussi quand c'est beaucoup plus chaud pour voir si le toit ne surchauffe pas à l'intérieur. Mais là, on voit qu'un toit en tôle bien isolé ou un toit polysirène, on est aux mêmes températures. Donc voilà. C'était juste moi, je ne l'avais jamais fait. Et chaque fois je me dis il faut que je le fasse et j'oubliais. Et là donc voilà, c'est fait. Donc je vous le fais aussi partager. Ben voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Je vous remercie de l'avoir regardé en entier et je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Allez, bonne semaine!